20h à Abidjan, bonsoir à tous. Voici les titres de l'actualité de ce mercredi 29 août. À la une ce soir, les élections locales, ce mercredi dernier jour de dépôt de candidature à la commission électorale indépendante. On verra ce qui s'est passé donc ce matin à la CEI. Bientôt la rentrée scolaire, mais avant, place aux orientations en 6e et seconde. Mais les parents d'élèves ne sont pas satisfaits de la première affectation publiée. Et pourquoi? Suivons le 20h pour comprendre. Et un village presque entièrement brûlé par des jeunes en colère. Vous allez voir la fumée, les vélos, motos et marmites incendiées. Nous sommes dans un village de Katiola. Notre correspondant raconte les faits. Et enfin, le Brésil envoie l'armée à la frontière avec le Venezuela pour garantir la sécurité dans la zone face à l'afflux de migrants. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Un village au nord de la Côte d'Ivoire a été brûlé ce mercredi. Son nom, Andien Kaa, à 15 km de Katiola. Maisons, motos, vélos incendiés. Que s'est-il réellement passé? Soro Corona, notre correspondant, revient sur les faits. Andien Kaa, village de la sous-préfecture de Timbé, pillé et incendié. C'est le triste décor que présente ce village qui a été assiégé ce mardi 28 août 2018 par des jeunes armés venus de Katiola aux environs de 12 heures. Nous, on était au champ. Les gens sont venus nous informer que le village a pris feu, que les gens sont venus incendier le village. Je suis venu trouver que la maison est brûlée. Tout est parti d'une rencontre de football. Depuis mercredi passé, que des jeunes de Kassémé sont allés jouer un tournoi de football à Katiola. Et qu'ils ont rapporté leur coupe. Et ils ont dit à un jeune chauffeur d'aller les déposer à Kassémé. Et le jeune est allé les déposer la nuit. À son retour, il est tombé en panne. Mais après, ils l'ont rappelé, son numéro ne passait plus. Et ils sont venus, ils ont commencé à le chercher. Ce village de plus de 2000 âmes a été totalement incendié. Depuis que je suis née, je n'ai jamais vu ça. Comme je suis malade, je ne peux pas la préparer. Et 400 poulets, quand je vends à 2000 francs, je reçois à 800 000. Bon aujourd'hui, mes parents n'ont rien. Bon, moi aussi, je n'ai rien. Bon, je suis venu, j'ai pris des crédits. J'ai fait ce travail. Mais aujourd'hui, nous voyons que vraiment tout a été incendié. Bon, moi, je ne sais pas quoi faire. Bon, où je veux aller? La vie s'annonce difficile pour les populations d'Andien Kaa. Les parents ont perdu tout ce qu'ils ont comme papyrus. Extrait, diplôme de leurs enfants. Et c'est bientôt la rentrée. En attendant d'en savoir plus sur la disparition du jeune chauffeur Ahmed Sogodogo, le préfet de la région du Hambol appelle toutes les parties au calme et à la retenue. Vu l'ampleur des dégâts, le village d'Andien Kaa vient de vivre une sombre page de son histoire. Et voilà, face à la situation, le préfet appelle toutes les parties au calme. Son mot au micro de Soro Corona. Bon, je veux assurer qu'aujourd'hui, la journée de mercredi est calme. Parce que j'ai fait venir un rapport de l'escadron de Boaké. On a divisé en deux groupes l'escadron. Il y a une équipe qui est face à Andien Kaa et il y a une équipe qui est face à Katiola ici. Donc la journée de mercredi, c'est calme. Au moment où on m'a appelé ici sur le chef de canton pour les sensibiliser, afin qu'il appelle ses fils, Kadana, à ne pas répondre par la violence à l'acte qui a été commis par les transporteurs, les jeunes transporteurs. Il n'y a pas eu de perte en vie humaine, ça c'est activé. Mais le dilemme actuel, ce sont les maisons qui ont été incendiées. Parce que la plupart des maisons sont des maisons à pas de paille. Et puis ce communiqué du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité porte à la connaissance des candidats au concours direct de recrutement des élèves officiers de police session 2018 que la liste des candidats autorisés à concourir est disponible et peut être consultée dans leur espace candidat sur le site www.concours-police-côte-d'ivoire
.net. Les épreuves écrites d'admissibilité vont se dérouler le samedi 1er et dimanche 2 septembre 2018 au lycée classique d'Abidjan et au collège moderne de Cocody. Les candidats devront se munir de leur carte ou attestation d'identité et de leur convocation à retirer sur le site du concours. Les cellulaires portables sont interdits dans les centres. Et nous revenons encore sur le site www.concourpolice-ci.net. Le deuxième titre de ce journal concerne les orientations en classe de 6e et seconde. Des parents d'élèves ne sont pas satisfaits de la première affectation publiée il y a quelques jours par la direction de l'orientation et des bourses. Et pourquoi ce mécontentement? Sephora Zegui est allé voir ce qui se passe sur place. Son élément est commenté par Avor Assa. Longue file d'attente des parents d'élèves devant les bureaux de l'administration du Collège moderne du Plateau. Ils se plaignent tous du non-respect du choix d'établissement dans l'orientation de leurs enfants en classe de 6e et en classe de seconde. J'ai demandé 3 écoles. Ils n'ont même pas tenu compte des 3 écoles. Et on a fait l'inscription en ligne, ils nous ont demandé de faire des choix, on a fait les choix, tout ça c'est Benjerville. À notre grande surprise, on constate que l'élève a été affecté à Cocody, ce qui n'arrange pas le gamin qui n'a que 10 ans. Selon une étude de la direction de l'orientation et des bourses, DOB, 10 à 18% des parents d'élèves se plaignent chaque année du non-respect de leur choix d'établissement. Les parents font des choix et après ils viennent se plaindre pour dire que bon, le choix n'a pas été respecté. Ou alors, comme ce sont des jeunes enfants qui font les choix par snobisme, qui ne tiennent pas compte, n'est-ce pas, moyenne, leur performance, n'est-ce pas, en classe. Troisième élément qui rentre en ligne de compte, la disponibilité, n'est-ce pas, des places dans l'établissement choisi. Le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle a donc mis en place en juillet dernier l'orientation en ligne pour pallier ces insuffisances. À l'instar, n'est-ce pas, de l'inscription en ligne qui se fait dans le secondaire, elle a voulu innover en faisant en sorte que les orientations soient faites en ligne. Mais ce n'est pas encore en grandeur nature. Ça c'est circonscrit, n'est-ce pas, dans la draine d'Abidjan 1. C'est une phase pilote. Nous sommes en train, n'est-ce pas, d'expérimenter. Tout comme l'inscription en ligne a commencé, n'est-ce pas, par la draine Abidjan 1. Nous avons fait ça pendant 2 ans. Au bout de la 3e année, nous avons généralisé. Abdoulaye Kouyaté, chef de cabinet, tient à rappeler que l'opération d'inscription en ligne est à sa phase expérimentale. Toute la tutelle travaille rigoureusement à trouver des solutions durables dans les plus brefs délais. Il y a près de 500 000 enfants qui sont orientés, n'est-ce pas, en 6e cette année. Donc cela demande une pression. Il y a une pression. Est-ce qu'il y a suffisamment d'établissements pour accueillir tous ces enfants au public et même au privé? Mais en tout cas, le ministère est à la tâche pour donner, n'est-ce pas, des satisfactions à tous les parents. Le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle tient par ailleurs à rassurer les parents d'élèves et les élèves que le nécessaire sera fait pour satisfaire leurs demandes. Les résultats des réclamations seront disponibles le mercredi 5 septembre sur son site www.mendob-ci.org. Et puis, les parents d'élèves des enfants âgés de 3 à 5 ans et ceux de 6 à 9 ans doivent s'apprêter avec ou sans extrait de naissance. Pour l'année scolaire 2018-2019, les inscriptions à la maternelle et au CP1 vont se dérouler du lundi 3 au vendredi 7 septembre prochain. Un mot d'économie avec l'Autorité nationale de régulation des marchés publics qui a rendu public les résultats de l'audit de la gestion 2016. Cet audit présente une amélioration dans le respect des procédures de passation. On fait le point avec Alvor Assa et Guy Roger. Concernant la gestion de l'audit 2016, ce que nous pouvons en effet retenir, c'est que le taux d'irrégularité est tendance à la baisse. Cela est très important à relever. 41% de taux d'irrégularité en 2016 contre 62% en 2015, une avancée notable qui montre une certaine amélioration dans le respect des dispositions et des procédures du Code des marchés publics. Ce sont au total 250 marchés passés en 2016, d'une valeur de 22 milliards de francs CFA qui ont fait l'objet de l'audit. Pour les partenaires techniques et financiers, les audits, bien que satisfaisants, doivent aller plus loin, notamment en proposant
Des sanctions encore plus lourdes pour le non-respect du Code des marchés publics. Ce serait important que l'ANRMP puisse auditer un nombre supérieur de marchés en valeur ou en nombre, pour que ce soit plus représentatif statistiquement. Et puis également toutes les questions qui ont eu lieu sur quelle suite il est fait à ces audits et sur les sanctions qui sont prises envers les acteurs qui ne respectent pas les procédures. En cela, le président de l'Autorité nationale de régulation des marchés publics, Koulibaly Yacouba, rassure. L'ordonnance du 27 juin 2018 renforce l'attribution de l'institution lui permettant de proposer des sanctions avec la création du comité de règlement administratif. Il s'agit donc de réduire le comportement, j'allais dire, déviant dans les procédures. Il y a eu pas mal de documents falsifiés, des faux en écriture publique ou privée, des cas de corruption avérés. Et donc, le gouvernement a voulu, par cette disposition, donner les moyens à l'autorité de régulation de réduire, sinon de mettre fin à ces pratiques. Après la publication des résultats de la gestion des finances publiques de 2016, l'Autorité nationale de régulation des marchés publics va lancer dans les prochains jours l'audit de la gestion de 2017. Et on va parler maintenant des coiffeurs qui veulent sortir de l'informel. Qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire alors? Suivant ce reportage de Sephora Zegui et de Franck Quadio. La gestuelle est précise. Coupe, tresse et même défrisage. Une passion pour la coiffure. Désiré, 25 ans, est déscolarisé depuis l'âge de 15 ans. Depuis 6 ans, il tient ce salon qu'il a lui-même ouvert. La coiffure, il l'a appris sur le tas. J'ai fait un magasin d'abord au nouveau quartier. Il coiffait à 200, 150. Bon, j'ai commencé à faire ça un peu au quartier. Et après, ça a pris de l'ampleur. Donc, moi, ça m'a appelé. Je me déplaçais là sans le magasin. Je partais à Cocody, partout, à l'intérieur même, faire les bruits. Se faire un nom dans le domaine de la coiffure, un rêve pour Désiré. Il a pour ambition suivre une formation. Arrivé à ce moment, il y a des trucs qu'il ne connaissait pas. Mais sans la formation, bon, je me suis dit quoi, c'est moi-même, je dois faire toujours les recherches. Mais s'il y avait quelqu'un pour me former, je pouvais apprendre plus mieux. Une autre passionnée des coupes, Mariette. Elle n'a pas appris la coiffure dans une école de formation. La coiffure, pour elle, est un don. Les nattes libériennes, j'ai vu ça une fois en songe. Et quand je me suis réveillée, je suis allée chez l'une de mes amies. J'ai dit à sa maman que je voulais la tresser. Moi, je ne l'avais jamais fait, mais comme j'ai vu en songe, je voulais reproduire ce que j'ai vu. Donc c'est ainsi que, quand elle m'a donné sa tête, j'ai reproduit le modèle que je me suis vu faire en songe. Ne pas avoir eu la chance d'être formée, ce n'est pas un handicap. Après 18 ans dans le métier, elle a dû suivre des modules de formation. Avec le diplôme de maître artisan que j'ai eu, il me suffit seulement de présenter ce diplôme et je serai acceptée dans tous les endroits. Comme coiffeuse, on dirait que notre métier aille de l'avant. Donc, nous demandons aux autorités compétentes de vraiment assainir le milieu pour que nous puissions vraiment vivre de ce que nous faisons. Un constat donc, la plupart des coiffeurs ivoiriens exercent dans l'informel. Pour rendre professionnelle l'activité, l'Association ivoirienne pour l'organisation du secteur informel initie des sessions de formation sur les mesures innovantes qu'impose le métier de la coiffure en Côte d'Ivoire. Le coiffeur est déjà en activité. Et étant en activité, il n'y a pas les documents adéquats qui l'accompagnent. Même si on veut passer même pour l'innovation des salons de coiffure avec nos institutions financières qui sont la banque, facilement il faudrait demander les documents vraiment qui montrent vraiment qu'il est dans un cadre formel. Donc on a besoin vraiment que le coiffeur soit formé. Comme Désiré et Mariette, 5000 coiffeurs et esthéticiens ayant appris le métier dans l'informel vont bénéficier à partir du 3 septembre prochain d'une formation d'environ 6 semaines. On ouvre maintenant le chapitre consacré aux élections locales. Ce mercredi, dernier jour de dépôt de candidature à la commission électorale indépendante, comment les choses se sont passées sur place? Ambiance et commentaires à la CEI ce matin avec Sidonie Davila Waka.
Affluence à la CEI au dernier jour de dépôt de candidature pour les élections locales. J'ai remarqué qu'il n'y a pas assez de femmes qui participent au développement de la commune et du pays, je peux dire. Et c'est comme ça que je me suis décidée à me présenter. Ce qui m'a motivé, c'est qu'il y avait des choses à faire. Il y a des choses à faire dans ma région, dans ma ville d'origine qui est Vaoua. Donc voilà, il est normal pour moi que je puisse me présenter là-bas pour pouvoir venir en aide aux populations. Mariam Bayo a fait le choix, comme bien d'autres candidats, de faire partie des retardataires. Les raisons. Parce qu'il fallait faire des mises au point de toute mon équipe. Et comme tout le monde n'était pas sur place, c'est pour cela qu'on a attendu le dernier jour. Bamba Bouaké évoque, lui, le retard accusé pour l'obtention des documents administratifs. Touba, Daloa, Séguéla, Makono, tout cela devait faire leur fiscalité, reçu de fiscalité à Daloa. On s'est tous retrouvés au même moment, de telle sorte que les derniers extraits fiscaux sont sortis hier. Il fallait faire venir quelqu'un avec ça. Et encore, même les autres papiers administratifs tels que le certificat de nationalité, il y a tel un attroupement de personnes qui font qu'on est obligé de soudoyer parfois pour pouvoir avoir les papiers. Malgré les précautions prises pour réunir tous les documents demandés, une fois sur les lieux, les candidats sont confrontés à quelques insuffisances dans leur dossier. Ce sont des compléments de formation, c'est-à-dire le numéro des cartes d'électeurs sur certains dossiers, voilà, que nous sommes en train de porter. Le retour de Yao Kwame Roger fait la joie de son équipe. Il a dû rebrousser chemin pour aller chercher le certificat de résidence et l'attestation des régularités fiscales. Nous venons de recevoir le dossier que nous attendions. Voilà, donc nous allons déposer notre dossier comme prévu. Jusqu'à 16 h, plusieurs candidats étaient encore en attente. Les esprits se chauffent. Certains font cas de quelques difficultés. Depuis midi, nous sommes là et nous avons le numéro 6. Et jusque-là, à 17 h, c'est le numéro 2 qui est toujours sur la table de réception. Et le numéro 2 seul contient 6 listes du RHDP, ce qui n'est pas normal. C'est à 17 h que le PDCI est arrivé avec son lot de dossiers. En attendant leur tour, le RHDP, lui, a déjà procédé au dépôt de ses candidatures. Depuis la mi-journée, plusieurs dossiers de la coalition sont arrivés par vagues. Et justement, pour les municipales et régionales, le PDCI demande un réaménagement de la date de dépôt des candidatures et de la tenue du scrutin. Le point de la conférence de presse du PDCI avec Alexis Ouedraogo. Salut, monsieur le journaliste. Merci. Une conférence de presse en 3 points. Les doubles candidatures sur les listes RHDP et PDCI-RDA, l'utilisation du logo du parti et enfin le réaménagement des dates de dépôt de dossiers et du scrutin couplé. Concernant tout particulièrement la date des élections municipales et régionales d'octobre 2018, l'impératif d'inclusivité rappelé par le chef de l'État dans son message à la nation le 6 août 2018 commande la prise en compte des vacances judiciaires et du récent mouvement préfectoral qui freine le cours normal de la délivrance des actes administratifs et judiciaires exigés pour la constitution des dossiers des candidatures. Le PDCI RDA juge qu'il convient que des dispositions pratiques et techniques soient prises pour un réaménagement des dates de dépôt des dossiers des candidatures et de tenue du scrutin. Maurice Kakugikawe a tenu à préciser que le parrainage du parti était une garantie pour ses listes, mais libre au candidat de choisir au final les couleurs de sa bannière, RHDP ou PDCI-RDA. Pour le secrétaire exécutif en chef du parti, les dispositions seront prises pour que le logo PDCI-RDA ne soit plus utilisé à d'autres fins. Et le mouvement sur les traces d'Oufoué, lui, voit les choses autrement. Pour le mouvement, l'éventualité d'un report du scrutin ne doit pas être envisagée. On reste encore avec Alexis Ouedraogo. Autre rendez-vous politique avec la presse, cette fois au siège du RHDP. Kwasi Adjoumani, face aux journalistes, se veut ferme sur la proposition de réaménagement des dates de dépôt de dossiers et autres scrutins. Nous, militants PDCI-RDA, favorables au RHDP, pro-Oufoué-Boigny, nous demandons le maintien de cette date
Ceux qui pensent qu'ils ne sont pas prêts peuvent y renoncer. Sur le sujet de l'usage du logo du PDCI, il apporte des précisions. La mise en place du parti unifié est un processus qui va s'achever dans un délai de 12 à 18 mois. Avant ce terme, le RHDP, en tant que groupement politique, n'a pas été dissous. Par conséquent, le logo du RHDP continue d'exister. Les cadres PDCI qui ont décidé d'aller en RHDP ont donc le droit d'utiliser le logo RHDP où le logo PDCI est représenté. Sur l'accusation d'éventuel chantage qu'auraient subi des candidats PDCI sous la bannière RHDP, Adjoumani donne des réponses. Aucun cadre, aucun élu du PDCI RDA n'a été contraint d'aller en RHDP à ces élections. Nous avons décidé d'aller en RHDP parce que nous pensons que c'est la voie du salut pour notre pays. Le président du mouvement Sur les traces d'Houphouët appelle pour finir les hommes politiques ivoiriens à un haut sens des responsabilités. Et de son côté, l'opposition donne sa position. Elle souhaite un report des municipales et régionales. La suite avec Michel Digré. L'opposition ivoirienne ne s'est pas du tout bousculée aux portes de la CEI pour le dépôt de dossiers de candidature. Pour prendre part à ces élections couplées, certains leaders d'opposition posent des préalables. Notre parti, le Rassemblement du peuple de Côte d'Ivoire, est prêt pour participer à toutes les élections en Côte d'Ivoire. Nous sommes un parti démocratique. Nos candidats pour les élections municipales et régionales sont prêts. Mais nous disons que nous ne participerons à des élections qu'avec une commission électorale réformée. Officiellement, le parti ne présente pas de candidats parce que nous restons fidèles aux principes pour lesquels nous sommes battus il y a quelques mois, que nous ne présenterions pas officiellement de candidats tant que la commission électorale n'aura pas été réformée. Or, le président a annoncé sa réforme dans son message à la nation. J'ai même cru comprendre que cette réforme se ferait avant ces élections locales. Pour l'instant, ce n'est pas fait. Donc, officiellement, nous n'avons pas de candidat. Cependant, nous avons autorisé certains de nos cadres dans les différentes localités, dans les différentes communes, s'ils pensent qu'ils peuvent être utiles et qu'ils sont sollicités pour faire partie de listes communes, de listes indépendantes ou listes de rassemblement, et qu'ils pensent qu'ils sont utiles, ils peuvent y aller. Au-delà de la réforme de la CEI, le FPI est préoccupé par les difficultés liées au dossier de candidature. J'ai personnellement écrit au chef de l'État, mais parallèlement à cela et par rapport au processus actuel, nous avons adressé aussi un courrier à la CEI pour indiquer que le calendrier proposé nous paraît trop serré. À l'heure actuelle, nous sommes à la date limite de dépôt des candidatures, mais il y a encore dans les perceptions, dans les administrations, beaucoup de candidats qui sont encore dans l'attente de leurs documents, compte tenu d'un certain nombre de changements, d'évolutions au niveau de l'administration. Il y a eu 2 jours fériés, il y a un mouvement préfectoral qui pénalise beaucoup de candidats, il y a les vacances judiciaires, donc un certain nombre de circonstances qui devraient amener la CEI à réviser son calendrier et à repousser d'au moins une semaine la date limite de dépôt des candidatures, ce qui pourrait impacter aussi la date de tenue des élections. Donc par rapport à tout cela, nous avons adressé des correspondances, comme le PDCI l'a fait, nous aussi nous l'avons fait, et nous attendons la réaction de la Commission électorale indépendante, comme celle du gouvernement de façon générale. Toutefois, Pascal Affinguessan rassure ses militants, avec 5 candidats aux municipales et 1 candidat pour les régionales, le FPI sera présent à ces élections, même si ces scrutins ne sont pas reportés. Et pour être complet sur cette actualité qui concerne les élections locales, le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme note avec regret que pour appeler à un réaménagement du calendrier des prochaines élections municipales et régionales, certaines personnes invoquent
entre autres motifs, les difficultés des juridictions à absorber et à traiter les demandes de casier judiciaire et de certificat de nationalité en raison des vacances judiciaires, ce qui n'aurait pas facilité la constitution de leur dossier par les candidats à ces élections. Le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme tient à indiquer qu'en dépit des vacances judiciaires, le fonctionnement des tribunaux et parquets est correctement assuré, de sorte que les services en charge de la délivrance de ces actes ont été à même de satisfaire les demandes des requérants. Il s'agit donc d'allégations sans fondement. Pour le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, et par délégation, le directeur de cabinet, Kwasi Bernard. Le jour zéro, c'est le jour où l'eau ne coulera plus. C'est la lettre lancée par un capitaine en Afrique du Sud pour sauver donc le Cap. Le capitaine a décidé d'aller à la chasse aux icebergs. C'est un projet fou, nous dit Alexis Ouedraogo. À la pointe sud-ouest de l'Afrique du Sud, le Cap et ses 4 millions d'habitants souffrent d'une terrible sécheresse. Cette année, la ville a échappé de justesse au jour zéro, celui où l'eau cesse de couler au robinet au prix de restrictions d'eau drastiques toujours en vigueur. Mais le scénario catastrophe risque de devenir réalité si les pluies attendues les prochains mois ne se concrétisent pas. Pour sauver le Cap, un chercheur, Nix Loan, propose de partir à la chasse aux icebergs, ces immenses réservoirs d'eau douce qui flottent à 2000 km aux côtes sud-africaines. On veut attraper ces icebergs que la nature elle-même amène très au nord. Bien sûr, ce n'est pas au point d'avoir une livraison d'eau qui en serait entièrement dépendante. Il y a quelques années, on a observé des icebergs au nord de Buenos Aires, qui a une latitude similaire au Cap, aux alentours de 34 degrés sud. L'iceberg idéal sera identifié depuis le ciel grâce aux drones et images satellitaires. Le glaçon géant capturé sera ensuite emballé dans un tissu isolant et un puissant remorqueur le guidera lentement jusqu'à la pointe sud du continent. On ne va pas être capable de remorquer un iceberg de cette taille, ça pèse 100 millions de tonnes. On veut juste influencer sa trajectoire. Ça, on peut le faire. L'eau qui fond coulera directement dans une immense soucoupe construite à cet effet, tandis qu'une machine pilera la glace. La cueillette durera 1 an. Chaque jour, quelques 150 millions de litres d'eau seront ainsi récupérés et transportés dans les bateaux-citernes jusqu'au Cap. Entre 20 et 30% des besoins annuels en eau du pays devraient être couverts par ces techniques. Le coût du projet est évidemment faramineux. Il serait autour des 160 millions de dollars pour un seul iceberg. Voilà les autres faits marquants de l'actualité dans le monde. Avec une pause au Brésil, le pays mobilise son armée contre les migrants vénézuéliens. On commence d'abord par le Burkina Faso. Au Burkina Faso, lors d'une attaque terroriste menée dans l'est du pays, 6 personnes ont perdu la vie. Parmi elles, 5 gendarmes. L'explosion d'une mine a fait sauter leur véhicule. Le Burkina Faso est confronté depuis 3 ans à des attaques terroristes de plus en plus fréquentes et meurtrières. D'abord concentrées dans le nord du pays, ces attaques se sont ensuite étendues à d'autres régions, dont celle de l'est frontalière du Togo et du Bénin. À Berlin, une délégation namibienne est venue récupérer les ossements des victimes du génocide des Héroros et des Namas, commis pendant la colonisation. Les restes reposent dans un cercueil couvert du drapeau national et entouré de fleurs. L'Allemagne effectue ainsi un pas de plus vers la reconnaissance officielle du génocide commis entre 1904 et 1908 dans l'ancienne colonie du sud-ouest africain allemand. Le président du Brésil, Michel Temer, déploie l'armée pour garantir la sécurité à sa frontière face aux réfugiés vénézuéliens qui fuient leur pays. Le Brésil a déjà accueilli quelques 60 000 réfugiés du Venezuela. L'exode massif des Vénézuéliens vers l'état de Roraima, qui sépare le pays de son voisin vénézuélien dans le nord-ouest du Brésil, génère des tensions. Dans l'actualité sportive, c'est fini pour Williamsville, tenu en échec par le Djoliba 0-0 ce mercredi, à l'occasion de la dernière journée du groupe C de la Coupe de la CAF. Les Ivoiriens sont éliminés. Regardez. Peut-être le dernier ballon. On va construire, il va le phagocyter certainement pour faire le centre qui est là, avec le dégagement de la défense malienne, qui panique avec un ballon. Ça
Embrassons la santé. La défense malienne n'a pas indiqué. Mais il n'y avait pas l'attaquant ivoirien pour capter ce ballon. Et il a vu. Le gardien contrôle. Mon Dieu. Kader. Je ne reviens pas, j'ai vu ce ballon dans le filet. Mais le portier malien est allé chercher la balle. Fofana Amadou. Mon Dieu, quelle fin du match. Quelle fin du match. Ce ballon refuse de prendre le filet. Malien. Résolument, mon cher Tatier. Oh là là. Résolument. Et le banc malien va mettre un autre ballon sur l'aire de jeu. C'est pas vrai. Il était inscrit quelque part que cette équipe... Quand ça ne rentre pas, ça ne rentre pas. L'UWAC ne marquerait pas ce soir parce que avec ce ballon que j'ai vu, il y aura beaucoup de regrets. C'est terminé. C'est terminé. Voilà, retrouvez ce 20h sur notre chaîne YouTube et sur notre site www.rti.ci. Merci de votre fidélité et très bonne soirée à tous.